Venezuela. Le premier vice-président du Sénat qui a représenté le pays à ses travaux est déjà de retour à Kinshasa. José Kalala est revenu avec une lettre du président vénézuélien. Il a remis cette correspondance à l'homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier à la Cité de l'Union africaine. Regarde. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RD. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela. Nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme une image fort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie par le Rwanda a été également évoquée. Et hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Une délégation de 11 députés nationaux congolais conduite par Lambert Mende se rend déjà aujourd'hui à Kampala en Ouganda. Sur place, ils vont échanger et discuter avec les autorités ougandaises sur le renforcement de la diplomatie parlementaire. Hier, ces députés nationaux ont reçu les orientations du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. De précision avec Anim Balaka. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec les pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2004. Le président national, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes de référence de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation de 11 députés nationaux conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalou qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des parlements. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres des deux pays, appuyer la coopération entre leurs deux gouvernements.
conférence sur le climat de l'ONU hier lundi en Azerbaïdjan, un événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les réchauffements climatiques. Sur les images que vous allez suivre à tout à l'heure, nous vous proposons l'arrivée de la première ministre congolaise Judith Suminwa qui porte la voix du pays à cette discussion. Jémy Madiane Moko. Aux alentours de 15h50 que l'avion de la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a touché le chinois, symbolisant un profond engagement en faveur de la cause nationale de la préservation de la planète. La première ministre, dont le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à la capitale de l'Azerbaïdjan, participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cette décision est cruciale pour l'avenir de la planète où chaque voix compte et où l'engagement peut faire la différence. Arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par Farid Ibov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Ngungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ce combat dans ce grand homme est une occasion pour elle de continuer à défendre avec ferveur les intérêts de son pays. Judith Suminwa Tuluka est une ardente défenseur des droits de la République démocratique du Congo en matière de rémunération pour ses précieuses contributions à la préservation de la nature. Lors de la conférence sur le climat en octobre dernier, elle avait déjà pris à la force pour passer une juste compensation pour le rôle vital de la lutte contre le changement climatique. Cette conférence mondiale, selon les mots de l'ONU, l'action internationale pour limiter le changement climatique et engager la transition énergétique. Le message reste avec une intensité particulière alors que la première ministre se trouve sur la scène nationale où le discours en faveur de la RDC sera sans aucun doute rendu avec les experts de la RDC et de la République du Congo autour d'une table 3 jours à Kinshasa. Ensemble, ils mettent en place les stratégies de solidarité et la sécurité des frontières communes du Congo-Brazzaville. Une session de la Commission nationale défense et sécurité ont été ouvertes par le vice-premier en charge de l'intérieur. C'est un représentant de Bobo, Anakundi et Amici. Kinshasa, la ville, le deux capitales du monde, appartenant à deux pays frères qui partagent frontières et culture, renforcent leur coopération en matière de sécurité afin de briser un climat de cohésion, d'amis, de paix, de vivre ensemble et de sécurité le long des frontières. C'est les données à ces assises ouvertes ensuite à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jacques Méchabani. Notre présence en ce lieu témoigne de la volonté de nos deux chefs d'État de voir les peuples des républiques du Congo vivre dans l'unité, la progrès et la paix. Les travaux de 3 jours au 14 novembre réunissent les experts de ces défenseurs pour tout évaluer les recommandations de la session ordinaire. La commission spéciale ministre défense et sécurité tenue en réunion du Congo pour ensuite poser les jalons en stratégie commune de coopération à adopter à les défis sécuritaires auxquels ces pays frères font. La session ordinaire de la commission de défense et sécurité entre deux États de dérouler le climat d'égalité et de fraternité. Plusieurs recommandations sont en à l'issue de ces travaux avec pour objectif de s'informer aux chefs d'État de pays, savoir le président de la République démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Sont signés, se sont déjà écoulés de la Première Guerre mondiale comme pays du monde. L'armistice a été mémorial en RC devant les mémorials des anciens combattants. Le vice-premier ministre en charge de la défense a déposé une jarre de fleurs en hommage aux soldats congolais tombés lors de cette Première Guerre mondiale.
et je reste au fond. Nous en disons plus. Le monde entier se remémore la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice a soufflé sur sa 100e bougie samedi 11 novembre 2024. Occasion offerte au vice-premier ministre de la Défense nationale, Kabombo Modian, qui a procédé au dépôt des gerbes de fleurs en compagnie de son adjoint Sami Adoubango, de rendre un hommage d'un Congolais ayant pris part à cette guerre contre la Belgique et avec l'épreuve de combativité et de discipline. Ils ont ainsi tenté de bâtir la paix, imaginer les premières opérations internationales, monter l'Empire et redresser ses frontières. Dirigeants pour les militaires, nous devons, en ce 11 novembre 2024, réaffirmer devant nous notre véritable et immense responsabilité, celle de transmettre le monde aux générations antérieures en rêvé à chéri. Il a pour ce faire réitéré la volonté du chef d'État et commandant suprême FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions sociales non seulement des militaires actifs, mais aussi des anciens combattants et leurs dépendants. Le secrétaire général des anciens combattants, le général-major Saint-Foros Kabwanga, dans son mot de bienvenue, indiquait que cette journée commémorée à travers le monde avait marqué la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale, conformément à l'armistice signé par plusieurs pays le 11 1918. Le général Kabwanga a également rappelé que cet événement intervient dans un contexte particulier pendant que la République démocratique du Congo est confrontée à une agression à l'est du pays par les forces de la propagande de la pandémie monkeypox. Les gestes barrières sont des strictes applications de la dite cérémonie par le ancien combattant, le fanfare de la musicale de FARDC. De discussion centrale et les bons syndicats de l'administration publique, ces travaux en paritaire vont permettre au gouvernement d'examiner et d'évaluer les cahiers de charges de l'intersyndicat national qui répond toutes les doléances des agents et fonctionnaires de l'État. Nadia Gauche, Cédric Imna et Moki Maluma. Explication. Dialogue social non gouvernemental présenté par le vice-ministre en charge de la fonction publique Pierre Liaou, ministre en charge du budget et Bogie et vice-ministre des Défenses budget. Les syndicats sont retrouvés lundi 11 novembre 2024 dans la commune de pour le début de la commission paritaire relative à la des charges de carrière des services publics de l'État. Sur le lancement au nom de Madame la le vice-ministre en charge de la fonction publique a un engagement ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour résoudre tous les problèmes professionnels des fonctionnaires de l'État, tels que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été des acteurs du concret, dont les réactions sont ponctuelles, expliquées aux fonctionnaires. Nous, il s'agit à chaque fois d'impacter seulement le quotidien des agents de l'État. Cependant, il est vrai que le lendemain est à dire, que le chemin à parcourir est encore très long au regard de l'idéal commun que nous nous sommes fixés. Au cours des travaux en sous-commission, les experts de deux bancs vont examiner le cahier des charges et le niveau d'exécution du protocole d'accord à mettre en place une nouvelle feuille de route sur la gestion des problèmes relatifs à la carrière des agents et à la rémunération. En réaction, les syndicalistes ont salué la volonté politique affichée par le gouvernement qui privilégie le dialogue social et la résolution des problèmes des fonctionnaires de l'État. Et puis, ces images insolites, un minibus avec des marchandises s'est renversé au niveau de Matadi Kibala le dimanche dernier après la pluie. C'est même une grande tête d'érosion s'est créée dans la commune de Selembao. La commune de Lemba, elle, n'est pas aussi épargnée par la pluie du samedi dernier. Plusieurs artères se sont retrouvées sous les eaux. Les tableaux sombres de la capitale après pluie avec Verson Kababa. L'émotion, les espoirs étaient visibles sur le visage de nombreux habitants du quartier Eradi, la famille de Selembao. Après les pluies du samedi, un dommage ainsi en collecteur sur les à nord provoque d'érosion, décimée des frontières, les laissant sans consolation. Certaines familles, ne sachant où aller, obligées de rester, même sans eau potable et électricité, et avec tous les dangers permanents.
Ici, certaines parties de plusieurs habitations sont en face à ces dangers. Notre famille vide petit à petit les lieux, d'où cet appel d'urgence aux autorités congolaises. On observe avec moi et là beaucoup de milieux sont partis. Vraiment, il y a l'érosion, la présence d'une érosion très forte et beaucoup de villes parcelles. Et voilà, nous demandons l'intervention de l'autorité ville pour que ça soit réalité dans un peu de délai. Un autre problème est celui d'une longue haute tension de la SNEL menacée par cette grande érosion au niveau de la route bypass reliant Kinshasa au Congo central. Ce pylône d'extension est à danger. Il suffit d'une pluie diluvienne, une catastrophe. Situation similaire dans la commune d'Elimba. Ici, c'est presque une double pour les habitants de Soko. Outre le problème de la route qui se trouve dans un état de délabrement, la population fait aussi face à une insalubrité criante. Des tas d'immondices jetés sur la route, bloquant ainsi la circulation et le passage des eaux. Alors cette route est totalement négligée. Nous avons donné nos désirata en tant qu'habitants de ce quartier. C'était mieux d'arranger seulement les ponts, de faire même les dos d'arbres. Ils doivent nous aider. Les autorités passent par cette route. Les étudiants souffrent. Pour les motards et les véhicules, en tout cas, c'est catastrophique. Il y a une bande de pluie, les ordures là retournent, ça bouge encore les caniveaux. Sous la pluie de ce même jour, les passagers au niveau de Matadi-Kibala ont assisté à une scène inédite. Un bus avec marchandises s'est renversé suite au mauvais état de la route. L'affaire continue de faire grand bruit. Près de 38 000 personnes à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, privées de leurs habitations. Toutes les maisons, tout près de l'aéroport de Bipimba, ont été démolies sans aucune indemnisation. La ministre des Affaires sociales est arrivée sur place pour évaluer les dégâts. Aziza Mouna a aussi échangé avec tous les services concernés, comme nous dit Edith Chalakatala dans ce reportage. 801 parcelles. Près de 38 000 personnes jetées en pâture au nom de la construction en cours de l'aéroport de Bia. La situation dépasse tout simplement l'entendement. Une expropriation sans contrepartie. Seuls les auteurs de pareilles incuries expliquaient une telle méchanceté. Touché par l'ampleur du désastre, le président de la République a instruit le gouvernement souminois qui a dépêché Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, pour évaluer la situation. C'est à sa descente de l'avion que la ministre s'aperçoit de l'étendue du désespoir. Femmes et enfants, jeunes et vieux ont fait les pieds d'aiguille depuis le matin car ils attendent des solutions urgentes. Direction gouvernorat de la province du Kasaï oriental où la réunion d'urgence a eu lieu avec le vice-gouverneur de province, Augustin Sayembe et tous les services concernés. Rencontre, ministre Nathalie Aziza Mounana a résumé. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour se rendre compte de la réalité de ce qu'on a entendu, on a vu dans les réseaux sociaux, étudier les faisabilités, comment nous allons consoler nos 38 000 personnes, c'est pas peu. Nous avons fait un programme, comment nous allons travailler dans l'évaluation sanitaire, ajouter à cela le social qui va accompagner. Les donneurs d'ordre passent tranquillement nuit dans leur maison et se moquent de la des autres. C'est surtout de l'anticipation. L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure légale, mais avec des règles connues à respecter. Le ministre du Pêche et l'Élevage, lui, séjourne dans le Congo central, plus précisément à Kasangulu. Là, il a visité 2 fermes par les Congolais. Rodépanda. 2 fermes de la société Ascado Eco Lodge, spécialisées dans 3 filières, notamment la bovine, la porcine et la caprine. Jean-Pierre Chimangabana, ministre de la Pêche et l'Élevage, a effectué samedi 9 novembre une visite d'itinéraire sur place à Kasangulu, dans le Congo central, pour ces éleveurs producteurs congolais à ne plus baisser la garde, car le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement ont mis le secteur de la pêche et l'élevage contre le développement de la RDC. Nous sommes venus pour voir comment on peut assurer la sécurité alimentaire en appuyant et en soutenant nos éleveurs qui se battent avec les propres moyens, et voir comment l'État peut les accompagner. Depuis tout ce temps, j'ai visité
les choses appartenant aux appartenus. Ça, c'est pour un Congolais, un enfant du pays qu'il faut appuyer, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc nous devons les appuyer en intrant, en subvention s'il le faut. Cette descente pour le ministre Jean-Pierre Chimanga à Kassangoulou consiste également à faire un constat sur l'alerte lancée par les services vétérinaires sur les probables maladies qui décimeraient les cheptels au Congo central. Il y a des maladies qui sont en train de décimer le cheptel. Venez voir, puisque dans les prochains mois, nous allons lancer la campagne de vaccination pour lutter les maladies, afin que nous puissions préserver nos bêtes et donner la nourriture à la région. Il est important de rappeler que la ferme, en activité depuis 2007, elle compte en son sein 50 têtes de bovins, une centaine de porcs et de chèvres. Elle se trouve à 27 km de la cité de Kassangoulou. Et puis ces rappels, les élections législatives nationales et provinciales à Yakoma et Maïndomé toujours maintenues le 15 décembre prochain. Et le président de la CENI, Denis Kadima, a cadré les concertations avec les mandataires des partis politiques engagés dans la compétition. Plus de précisions avec Jean-Pierre Demazou et Géresto Fondje. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné des membres du bureau et de la a échangé avec les responsables des partis et regroupements politiques à Abbé Apollinaire Malou sur les enjeux liés à la reprise des élections à Massimanimba, également à Yakoma. Ceci le 15 décembre 2024, occasion idéale pour la CENI de fixer les participants sur les conditions légales pour la reprise des élections dans ces deux circonscriptions. Au cours de son intervention, le président de la CENI est revenu sur les comptes de ces échanges avec les parties prenantes. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation des élections du 20 décembre 2023 et de mobiliser toutes les parties pour sensibiliser la population à une participation pacifique et aux valeurs républicaines. Il a ainsi invité les partis concernés davantage de responsabilités en vue des scrutins crédibles. En raison des abus constatés précédemment, la CENI invite tous les acteurs à respecter scrupuleusement les délais du calendrier pour les accréditations de témoins, des journalistes et des observateurs. Aucun prolongement des délais ne sera accordé. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a mis l'accent sur l'objectif. Cette rencontre, la partie active a permis à la CENI de répondre aux différentes préoccupations des participants. Les experts de la centrale électorale ont fourni à l'instance les informations essentielles, notamment les conditions en compétition le 15 décembre, les consultations des listes électorales, l'obtention des certificats de cartes d'électeurs et l'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que d'autres clés. Les états généraux de la justice seraient-ils une thérapie des chocs pour remettre la justice congolaise sur le rail? Cette question, Jean-Henri Mosenepo par une remise à plat à partir sur de base. Cédric Inina interrogé. Les états généraux de la justice, une tribune grandeur nature pour penser les plaies, procéder à un diagnostic profond de l'appareil judiciaire et apporter des remèdes. Il faudrait commencer le chef de l'État, le président de la République, qui a eu la vision d'intégrer dans son programme de gouvernance la restructuration. Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un pays sans une justice qui réellement est bien. Est-ce une thérapie de choc? Jean-Thierry Moussenepo s'explique. La thérapie de choc va plutôt venir de ce que nous allons faire les résolutions de l'État général. Mais là où je trouve que les États généraux sont l'annoncement dirigeant de notre justice parce que ça a fait toute chose établissant un constat. L'état de justice malade, les raisons de cette justice malade et les questions. Autre fait qui débat la révision constitutionnelle. Lorsque le président de la République a pris la parole, il a exprimé le fait qu'en réalité, cette constitution qui est imprégnée d'une substance, des armes, des références et de copies
un texte de s'adapter à mon propre ordre. Mais à cela, il faudrait mettre en place un groupe de travail qui pourrait accompagner ce processus, mais qu'au finish, c'est le peuple qui déciderait. Maintenant, toutes ces personnes qui s'agissent pour accuser gratuitement le chef de l'État de vouloir s'éterniser au pouvoir au travers de ces réformes. Oublie une chose, c'est que le scientifique, lorsqu'il s'imprègne de l'objectivité, quitte l'objectif. Au finish, c'est le peuple qui se prononce. En amont, c'est l'élite qui débat pour que jaillisse la lumière. RDC, parmi les bonnes élèves, passe CIRGEL, le pays d'Antoine Tshisekedi désormais en ordre avec les attributions financières. Les ministres de Mines, qui étaient porteurs de la lettre de paiement à la santé, au cours d'une réunion organisée au Soudan du Sud. Nadine Foutouka pour les experts. Une réunion de haut niveau a regroupé autour du ministre Mines, le secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGEL, et quelques experts de cette organisation sous-régionale. C'est une occasion pour le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé de remettre à l'ambassadeur Joas Samuel Kaolo la lettre de paiement de la commission de la RDC après plusieurs années de retard. Ce geste marque une étape significative de renforcement de la coopération du développement durable au sein des pays membres de la CIRGEL. Contre les causes profondes de cette déstabilisation, à savoir cette exploitation et ce commerce frauduleux de nos ressources, nous avons adhéré à tous les protocoles de la CIRGEL, aux initiatives de traçabilité, aux systèmes de certification et aux principes d'approvisionnement responsable. Le règlement de ces litiges témoigne l'engagement de la RDC vis-à-vis cette organisation sous-régionale qui œuvre pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région de Grand Lac. Une définition ambitieuse de l'action diplomatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en marche depuis son avènement au pouvoir dans le cadre de la politique extérieure. Ce qui montre la volonté de booster la présence de la RDC dans les instances internationales à la dimension de sa grandeur. L'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'effusion du sang et l'esclavage, ce sont là les 4 péchés majeurs qui bloquent le développement. Ces pensées développées par un révérend pasteur dans son livre intitulé « Une nation malade vomit ses habitants ». Il a été présenté et porté sur fonds baptismaux à Kinshasa. Jean-Pierre Dolodema a assisté à cette cérémonie. Je te baptise au nom du Fils et du Saint. Une nation malade vomit ses habitants. Cet ouvrage qui donne le mot qui ronge la société congolaise a été porté sur les mots dimanche 11 novembre 2024, un ouvrage qui énumère les étapes indispensables conduisant à la destinée prophétique de la RDC. Son auteur, le révérend pasteur Joseph Bansim Foulounou, coordonnateur national de l'Union africaine de prière, circonscrit le livre. Cet ouvrage intitulé « Une nation malade vomit ses habitants » est le fruit du travail abattu de l'intercession en faveur de la nation durant ces 2 décennies. Et je puis retracer dans ces livres historiques le mot qui ronge notre nation. Il y a ces 4 péchés qui détruisent notre nation. Il y a l'idolâtrie, et il y a l'immoralité sexuelle dans toutes ses formes, et il y a l'effusion du sang. Et quand le sang coule sur la terre, ça suit la terre, et la terre vomit ses habitants. C'est ce qui démontre vraiment que le problème de la RDC sont spirituels, il faut des solutions spirituelles. Le 4e péché, c'est l'esclavagisme. Et ces 4 péchés affectent la terre. Pour cet homme de Dieu, les problèmes dont est confronté la RDC les Congolais aujourd'hui captent sa terre hypothèque sordide